Le 28 février 1916, en milieu de journée, tout s'accélère. Le général Pétain reçoit un coup de téléphone à son quartier général à Souilly. C'est le dégel. Depuis le 21 février, le froid persistant, le sol était maintenu gelé, évitant les camions chargés de s'enliser. Avec le redout constaté, la route se transforme elle aussi en champ de bataille. Plusieurs ornières et autres nids de poules apparaissent. Les roues pleines des véhicules commencent à s'embourber et à tourner sans prise dans la boue. Ici et là, des camions immobilisés bloquent le passage et interrompent la progression. Il faut faire vite. Le général Pétain, conscient que si la situation n'est pas rétablie dans les 72 heures, la catastrophe deviendra imminente. Lucide, il ordonne alors les mesures les plus logiques et les plus simples à mettre en place dans une telle situation. Il instaure en même temps un règlement très strict à tenir tout au long de la bataille. La route doit être rénovée. Les trous doivent être bouchés et le rouleau compresseur doit passer. Oui, mais voilà. Aucun tas de pierres n'a été prévu au bord de la route. De plus, il est inenvisageable de rechercher au loin ces matériaux, puisque la route est bloquée. Le général Pétain ordonne d'ouvrir des carrières au plus près de la route et de faire appel aux wagons du Meusien. Des équipes de civils et de territoriaux les exploitent aussitôt. Moins de 48 heures après le dégel, plus de 1000 d'entre eux sont répartis sur les 75 km et lancent nuit et jour dans les trous boueux des pelletées de cailloux. Ils seront rejoints ensuite par 7200 autres de leurs semblables. Les roches calcaires tendres des carrières sont extraites et déposées le long de la route à l'aide de 140 camions et 400 tombereaux attelés. Le boulot est éreintant, mais primordial. Quant aux rouleaux compresseurs, ils sont inutilisables, car ils risqueraient de ralentir le trafic. Le général donne l'ordre que ce soit les camions avec leurs roues à bandage plein qui réalisent eux-mêmes cette manœuvre. Cette tâche est alors exécutée 24 heures sur 24. Les territoriaux jettent des cailloux dans les trous en formation que les camions suivants tassent de leurs roues, tandis qu'un peu plus loin, le même scénario se reproduit, et ainsi de suite tout au long du parcours. En parallèle, il est instauré que tout véhicule tombé en panne ou ayant crevé est immédiatement poussé sur le côté. Aux abords de la route, on improvise ici et là des ateliers de fabrication de pièces de rechange. Les parcs automobiles de Bar-le-Duc et de Troyes travaillent nuit et jour à la conception de bandages caoutchoutés qui sont livrés dans ces ateliers. Enfin, sur la route, la circulation est aussi réglementée. La vitesse est limitée à 4 km/h pour les tracteurs de l'artillerie, 15 km/h pour les camions et 25 km/h pour les camionnettes. Seules les ambulances et les voitures de l'état-major ont le droit de doubler. Les autres moyens de transport, convois hippomobiles et convois de fantassins, passent sur deux autres routes, plus étroites et sinueuses, qui sont parallèles à la voie sacrée, à l'est et à l'ouest. Au total, en 10 mois, plus de 800 000 tonnes de cailloux sont jetés sur la chaussée. Chaque semaine, 3500 camions effectuent l'aller-retour Bar-le-Duc-Verdun, soit en moyenne un camion toutes les 14 secondes. Certains jours, il est même constaté une fréquence d'un camion toutes les 5 secondes. Pendant la bataille de Verdun, 6000 camions roulent sans cesse le long de cette noria. Ils transportent par semaine 90 000 hommes, 50 000 tonnes de matériel, en couvrant au total 1 million de kilomètres. Si l'on y ajoute les moyens organiques des armées, voitures sanitaires, c'est un total de 9000 véhicules qui se succèdent de Bar-le-Duc à Verdun. Pendant les mois de mars à juin 1916, le trafic mensuel dépasse même 500 000 tonnes et 400 000 hommes, sans compter les 200 000 blessés évacués par le service sanitaire. Jamais, tout au long de la guerre, un tel effort n'a été accompli si longtemps sur une seule et unique route. Pendant ce temps, les civils vivent au rythme de la guerre. L'église Saint-Martin, d'Hérisle-la-Grande, est sérieusement endommagée lors de la bataille de la Vaumarie, tandis que la statue de la Vierge à l'Enfant du 19e, située entre les deux villages, devient la témoin des prières de soldats montant au front de Verdun. De nombreux villageois voient leurs propriétés ou leurs biens réquisitionnés pour participer à l'effort de guerre. Des centaines de fantassins et d'officiers dorment chez l'habitant, dans les fermes et au château de Rhône. La population accueille également des civils réfugiés du Nord meusien, ayant fui lors de l'invasion allemande.
Après la bataille de Verdun, il faudra encore attendre 23 mois avant que la guerre prenne fin par l'armistice du 11 novembre 1918. Pendant cette période de guerre, la voie sacrée continuera à être utilisée. Au total, ces 52 mois de guerre se concluront par une victoire de la Triple Entente, mais à quel prix ? Le bilan humain est désastreux. Il s'élève à environ 10 millions de morts et environ 8 millions d'invalides, soit environ 6 000 morts par jour. Proportionnellement, en nombre de combattants tués, la France est le pays le plus touché, avec 1,45 million de morts ou de disparus, dont 12 hommes d'Hérisle-la-Grande et 10 hommes de Rhône. Depuis le 30 décembre 1923 et jusqu'en janvier 2006, cette route départementale était devenue une route nationale, la RN 35. Depuis le déclassement de la majorité des routes nationales au département, la route a été rebaptisée RD 1916 en référence à l'année 1916. Toutefois, aux yeux de tous, grâce à Maurice Barrès et sa référence à l'antique Via Sacra Romaine menant au triomphe, elle reste et restera la voie sacrée.